Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct afin de faire le point sur les produits de bourse Société Générale, mais aussi pour faire un tour d'horizon des marchés financiers. Alors on regarde tout de suite le sommaire de cette édition. On commencera avec l'actualité économique de la semaine, au programme notamment la trêve entre la Chine et les États-Unis, l'impact boursier des événements récents en France, le budget italien ou encore l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis. Nous suivrons ensuite l'analyse des différents indices boursiers de Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Aurélien Réquillard donc de SG Bourse nous parlera d'Elixor ETF et nous serons enfin rejoints par Mathieu Ramadier, manager business développement chez Bink.fr qui nous présentera l'assurance vie 2.0. SG Bourse Live, c'est parti. On pensait que la hache de guerre était enterrée ou du moins enfouie entre la Chine et les États-Unis. Les investisseurs semblent s'être réjouis trop vite ce mercredi. Les chefs d'État américains et chinois se sont rencontrés en marge du G20 la semaine dernière afin d'aplanir leurs différends commerciaux. À l'issue de cette rencontre, plusieurs bonnes nouvelles avaient été annoncées. Les États-Unis mettaient entre parenthèses leur menace de relever les tarifs douaniers de 10 à 25% sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises à compter du 1er janvier. Si tout n'était pas réglé, le chef d'État américain annonçait un délai de 90 jours pour trouver des solutions sur les sujets en suspens, comme notamment la question du transfert de technologie. Mardi matin, cependant, la confiance quittait les investisseurs et les marchés, puisqu'ils semblaient d'un coup ne plus vouloir voir l'annonce du week-end comme une bonne nouvelle. En effet, aucune déclaration du gouvernement chinois n'était venue confirmer que la Chine réduise les taxes sur les importations d'automobiles américaines. Et si Donald Trump l'avait effectivement annoncé sur Twitter, le ministre chinois des Affaires étrangères, lui, avait simplement déclaré que les deux pays tenteront de revenir à une situation normale sur ce point. Au-delà de cette question, les investisseurs ont également appris que le délai de 90 jours commençait au 1er décembre et non au 1er janvier comme anticipé, soit une période de négociation où se côtoient les fêtes de fin d'année et le nouvel an chinois, ce qui vient réduire les moments propices à de telles discussions. De son côté, Pékin a fait savoir que la rencontre de samedi avait été un grand succès et se dit confiant dans les négociations à venir sans plus de détails. Mais au-delà des craintes autour de la guerre commerciale, les marchés sont également préoccupés depuis le début de cette semaine par l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis. Le rendement des titres à 3 ans est passé au-dessus de celui à 5 ans pour la première fois depuis 2007 sur le marché obligataire. Une situation qui suggère la fin du cycle de hausse des taux de la Fed. Et un autre indicateur est suivi de près. Il s'agit de l'écart de rendement entre les emprunts américains à 2 et 10 ans qui est au plus bas depuis 2007, ce qui inquiète les investisseurs car une inversion de la courbe de rendement entre les deux échéances est généralement annonciatrice d'une récession. En Europe, à présent, le gouvernement italien fait machine arrière dans son opposition à Bruxelles sur la question des prévisions de déficit du pays pour 2019. D'abord sourd au fait que son budget soit retoqué par Bruxelles et prêt à prendre le risque d'une sanction, le gouvernement italien a finalement accepté de ramener ses prévisions de déficit de 2019 de 2,4% aux alentours de 2% du PIB de l'Italie. Et en France, enfin, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé hier la suspension pour 6 mois de 3 mesures fiscales qui devaient entrer en vigueur au 1er janvier, dont la taxe carbone à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Une déclaration qui devrait rassurer les investisseurs positionnés sur les valeurs de la distribution, de l'hôtellerie, du tourisme ou du transport en France, impactés négativement depuis le début du mouvement. Tout de suite, on passe à l'agenda économique et des entreprises. Alors, on regarde d'abord les grands indicateurs économiques d'ici la fin de la semaine. Aux États-Unis sont attendus la publication du livre beige de la Fed pour le mois de novembre, la balance commerciale pour le mois d'octobre et la création d'emplois en novembre. En Europe sont attendus la production industrielle en France pour le mois d'octobre, la production industrielle en Allemagne également pour le mois d'octobre et le PIB de la zone euro au 3e trimestre. Côté entreprise, nous attendons les résultats du premier semestre de l'exercice décalé de 3 entreprises, groupe LDLC, Oeneo et Prismaflex.
Et enfin, le point d'actualité à surveiller concerne deux noms de l'automobile, Volkswagen et Ford, le rapprochement du coup entre les deux. Le président du directoire de Volkswagen, Herbert Diess, a déclaré hier que son groupe était en train de s'allier avec Ford. Cette alliance pourrait aboutir à ce que le constructeur allemand assemble des véhicules dans les usines de Ford aux États-Unis. Celui-ci a déclaré: nous sommes dans un dialogue et en négociation assez avancée avec Ford Corporation pour vraiment bâtir une alliance automobile mondiale qui renforcerait le secteur automobile américain. Ceci a été déclaré juste après une réunion à la Maison-Blanche avec des membres de l'administration Trump. À suivre donc, voici pour l'actualité des marchés et maintenant on va s'intéresser à l'analyse de ces marchés. Nous sommes à présent avec Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Alors on va parler des indicateurs, on va commencer avec le CAC 40. Oui, on va parler de deux indices aujourd'hui, le CAC 40 et le S&P 500, parce qu'il y a l'émission est spéciale sur les ETF, donc des indices dans ces ETF. Et on commence par un graphique que vous ne regardez certainement pas souvent, c'est le CAC 40, mais à partir des points qui représentent les clôtures mensuelles. Au lieu d'avoir toutes les cotations du mois, du plus haut au plus bas, on ne représente ici que le dernier jour du mois. Alors, cette valeur est particulièrement importante parce que tous les investisseurs long terme, donc en général les investisseurs professionnels qui gèrent des fonds de pension, des fonds d'assureurs, etc., ils sont évalués et ils rendent des comptes sur la base de la clôture du mois. Et c'est aussi ce jour-là qu'ils font des arbitrages dans leur portefeuille. C'est ce jour-là qu'ils décident d'acheter ou de vendre les valeurs dans les grandes quantités. Exactement. Sur ce graphique, ce que l'on constate, c'est qu'on avait ici deux sommets à peu près alignés qui sont les sommets de 2015, qu'on a franchi début 2017, on a pris appui dessus et on semblait partir à la hausse. Et ça, c'est octobre 2017, ce sommet-là. Et en fait, depuis octobre 2017, sur le CAC 40, vous voyez qu'on n'a jamais réussi à faire un nouveau sommet en clôture mensuelle. On a eu des tentatives pendant le mois, mais elles ont toutes échoué. Et plus récemment, ce qui vient de se passer, et donc le point qui est là, c'est la clôture du mois de novembre. La clôture du mois de novembre a clairement enfoncé ce creux ici qui était précédemment un sommet. Voilà, donc on était à plat sur le CAC 40 et en fait les investisseurs sont revenus sur une évaluation des actions qui correspondait aux années 2015. Sauf que les années 2015, vous voyez que potentiellement c'était ça, le prix qu'on a donné aux actions à ce moment-là, c'était ça. On a tenté de les payer plus cher et là on est en train de revenir en arrière. Sur la tendance de 2015. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Bah voilà, j'ai été clair. Il fallait retenir. Voilà, alors, on peut quand même regarder les choses à un petit peu plus court terme parce que vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas forcé d'avoir une vision aussi longue, bien entendu. Mais cela dit, c'est important parce que cela vous montre où vont les investisseurs long terme. Les investisseurs long terme sont ceux qui ont le plus de capitaux sous gestion. Hein, donc c'est eux qui font la loi sur les marchés. C'est pas les investisseurs de court terme. À court terme, on a un CAC 40 qui, depuis le 17 octobre précisément, est en train de consolider, mais il consolide avec des sommets qui sont en baisse. Alors on peut se dire oui, mais les creux sont quand même plats. Bah, pas complètement. Je vous montre les cours de clôture. Les cours de clôture importants, là ce sont les cours de clôture quotidiens, mais ça c'est donc pour les investisseurs un petit peu plus court terme. Vous voyez que ces cours de clôture quotidiens, ils ont quand même une moins belle allure que quand on regarde les barres, hein, parce que on a continué à clôturer plus bas entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Voilà, donc cette figure qui est un triangle descendant qui se situe dans une tendance baissière, dans la plupart des cas, on en sort par le bas. Voilà, alors tout ce qui nous sauve, c'est qu'en ce moment, on voit qu'on a des marchés qui sont un petit peu hésitants, avec beaucoup de gaps. Hein, on ouvre, on baisse, il y a des écarts entre une séance et l'autre. Peut-être que ça va nous permettre de rester en consolidation encore quelques jours, mais c'est ce qu'on appelle un marché dans lequel il faut très clairement vendre les rebonds. Et ce gap est une opportunité, une fois encore, pour se dire que c'est une zone de résistance sur laquelle il faut plutôt
En tout cas, il ne faut surtout pas acheter. Il ne faut surtout pas acheter. Donc voilà. Ça, c'est pour le CAC 40. Et si on regarde du côté des marchés américains, alors est-ce que la tendance est la même ou est-ce qu'ils s'en sortent un petit peu mieux? Alors les marchés américains continuent à s'en sortir mieux Beaucoup que nous. Mieux, ouais. Donc voilà, sur 5 ans, l'évolution du S&P 500, vous voyez qu'on a toujours des sommets qui sont légèrement en hausse. Ça, c'est le sommet de mois de février. Ça, c'est le sommet qu'on a rejoint en septembre. Et les creux restent en hausse eux aussi. Donc, en étant consolidation, on n'est pas franchement en tendance baissière. Donc, c'est moins grave que ce qui se passe en Europe, parce qu'en Europe, on est vraiment mal orienté. Ouais, on a même l'impression que c'est symétrique, quoi, que ce qui se passe en Europe se passe à l'inverse aux États-Unis. Alors, c'est pas complètement vrai, parce que ça, c'est l'indice S&P 500 qui est l'indice phare. Si on regarde des indices sectoriels, on commence à avoir des signaux de vente, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des secteurs qui enfoncent l'équivalent de ce niveau ici à 2540 points sur le S&P. C'est en train de se dégrader petit à petit, mais tout n'est pas dégradé. Voilà. Donc on est encore dans la période de consolidation et le risque de sortie par le bas ne fait que s'accroître parce que on commence à avoir des signaux de vente de moyen terme sur certains secteurs, les semi-conducteurs par exemple, les valeurs industrielles, on y est presque, enfin voilà, ça s'affaiblit très nettement. Donc si on revient sur le court terme il est très difficile à lire sur le S&P 500. Vous avez ici cette consolidation depuis mi-octobre et vous voyez que c'est beaucoup de bruit. Beaucoup de volatilité, mais il n'y a pas une tendance qui se dégage nettement, puisque si les sommets sont en baisse, les creux, eux, sont toujours légèrement haussiers, tout ça dans une consolidation. Voilà, donc il faut... on ne peut pas dire grand-chose de ce S&P actuellement. On attend, tout simplement. On attend, si on en a, disons que c'est la zone qu'il faut continuer à privilégier. Quand on est un investisseur buy and hold et qu'on voit loin, on peut toujours rester sur les actions américaines parce qu'on n'a pas encore de signal de vente. Mais ce n'est pas non plus l'idée du siècle de se précipiter pour acheter les baisses actuellement, quoi. Voilà, donc prudence sur les marchés. Ou en tout cas rester vigilant. Merci beaucoup Valérie Gastaldi. Je rappelle que vous êtes stratégiste marché chez Day by Day et je vous donne rendez-vous dans un instant pour parler des produits de bourse Société Générale. On va maintenant parler des produits de bourse Société Générale avec Aurélien Réquillart, responsable produits de bourse Société Générale justement. Bonjour Aurélien. Bonjour Nicolas. Alors on va commencer avec un petit peu de théorie, on va parler des caractéristiques des produits de bourse. Quelles sont-elles? Oui, les produits de bourse, je rappelle que c'est une boîte à outils qui est à disposition des investisseurs pour le compte titre, le PEA et aujourd'hui l'assurance vie, on va en parler, et avec des caractéristiques qui sont communes, c'est-à-dire d'abord produits de bourse, donc listés, cotés sur un marché réglementé, Euronext Paris, et qui s'échangent donc aussi simplement qu'une action. Je peux vendre un produit de bourse et l'acheter tout au long de la séance boursière. Donc la liquidité, de la flexibilité, de la transparence et des coûts peu élevés, voici les piliers des produits de bourse. Voilà, donc 4 piliers d'activité, donc ça c'est les caractéristiques générales. Maintenant, on va parler de classification des produits de bourse proposés par Société Générale. Oui, les produits de bourse permettent en réalité d'aller un petit peu plus loin que l'investissement traditionnel sur actions ou sur des fonds. On peut déployer plusieurs types de stratégies. La réplication avec les ETF et les certificats 100%, on va en parler. Le rendement, quand les marchés sont stables et qu'on cherche de la performance. Ou alors, catégorie à réserver aux investisseurs aguerris, avertis, le levier avec les varants, les turbos et les levrets des shorts qui permettent vraiment là d'amplifier les performances d'un sous-jacent. Et alors aujourd'hui, de quoi on parle? On parle justement des ETF qui sont un outil de diversification. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Du coup, c'est quoi un ETF? Et il n'y a qu'un seul type d'ETF ou il y en a plusieurs? ETF et tracker, d'abord, ça veut dire la même chose. On est dans le cadre de la gestion passive. Je vous donne un exemple très simple. Un investisseur particulier qui souhaiterait répliquer le CAC 40. Il n'a pas 200 options pour le faire. Une des premières options, c'est d'acheter les 40 actions qui composent. Aux mêmes compositions, effectivement, et de se recréer son propre CAC 40. Ouais. Exactement. Ça veut dire détenir 40 lignes, gérer les opérations sur titre, etc. Avec la gestion passive, les ETF ou les trackers, donc c'est des terminologies qui recouvrent la même réalité. J'achète en une seule transaction l'ensemble de l'indice, donc les 40 actions. J'ai une exposition donc globale sur le marché français avec un ETF, un tracker CAC 40.
Alors du coup, comment est-ce que j'ai envie d'acheter ces ETF si justement j'ai envie d'investir sur le CAC 40 ou du moins d'avoir les mêmes variations que le CAC 40? Eh bien tout simplement via un compte titre, un PEA ou aujourd'hui on va le voir, l'assurance vie, eh bien j'achète ce produit-là, ce tracker sur le CAC 40 et 1% de variation dans la journée par exemple sur le CAC 40 va être reflété de manière complètement symétrique sur mon ETF hors frais, frais de courtage qui vont être prélevés par l'intermédiaire. Donc ce sera le même 1%, du coup hors frais évidemment, mais ce sera le même 1%. Ce sera le même 1%. Si sur le CAC 40, sur l'année, sur un an, le CAC 40 progresse de 10%, eh bien je vais avoir ces 10% hors frais. Donc ça c'est pour le CAC 40, ça marche du coup pour d'autres indices, j'imagine des indices américains aussi, ça marche sur des actions? Exactement, dans la gamme Lyxor, donc qui est filiale à 100% de Société Générale, qui est le gérant d'actifs, il existe 200 ETF, donc sur 200 indices différents. Quand on parle indices, on pense surtout aux indices actions. En réalité, il existe des indices sur des obligations, sur des matières premières et même des indices de stratégie qui vont permettre aussi, là encore, d'amplifier les hausses ou les baisses. Voilà, donc ça, cet ETF, je peux l'acheter à n'importe quel moment de la séance boursière, je le revends à n'importe quel moment et du coup, je passe par mon PEA, c'est ça? PEA, compte titre et demain, enfin même aujourd'hui, l'assurance vie. Alors du coup on va parler quand même rapidement des ETF stratégie sur le CAC 40 précisément, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, sur le CAC 40 on a 2 ETF de stratégie qui sont très utilisés par les clients particuliers. Pourquoi j'en parle? Parce que Valérie disait il faut savoir être tactique, c'est-à-dire on ne sait pas très bien où le CAC va, il faut pouvoir profiter de la baisse également. Donc les 2 ETF que je présente ici sont le Lyxor ETF Daily Leverage qui fait x2 les performances quotidiennes de l'indice CAC 40. Donc si on reprend l'exemple de 1%, on a 2% sur notre ETF. Exactement, ça marche à la baisse, évidemment. Moins 1, ça fait moins 2. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc attention à utiliser sur de courtes périodes et pour des fragments, enfin des portions réduites de son portefeuille. Alors à l'inverse, si on anticipe une baisse, et c'était, j'ai l'impression, le sentiment de Valérie, eh bien on peut se reporter sur l'ETF Daily Double Short. Si le CAC 40 perd 2% dans la séance boursière, eh bien moi, ce sera amplifié avec un levier de 2. Donc je gagnerai avec ma position sur l'ETF 4%. Donc on peut, avec un ETF, se positionner à la hausse ou à la baisse et avoir une stratégie gagnante dans les deux cas. En fait, on n'est pas obligé de suivre forcément la courbe du CAC 40. Exactement, ce sont des ETF dits de stratégie qui sont donc très particuliers et effectivement qui permettent de profiter des hausses et des baisses avec du levier. L'ETF classique, on va dire, sur le CAC 40, lui, au contraire, peut être conservé sur de longues périodes dans un fonds de portefeuille et servir un peu de cœur pour les investisseurs. Du coup, ces ETF de stratégie, ça reste des outils de diversification ou on va un petit peu vers l'effet de levier? Alors là, on va vers l'effet de levier. Donc effectivement, c'est plutôt dans la catégorie stratégie à effet de levier, encore une fois à réserver pour des montants faibles de son portefeuille. Alors justement, un mot sur les avantages et les inconvénients. Bon, les inconvénients, effectivement, c'est une fois n'est pas coutume, il y a un risque de perte en capital, comme tous les produits de bourse. Exactement. En cas d'exposition sur des marchés hors Europe, le S&P 500 par exemple, on en parlait, on peut être accessible via des ETF. Vous avez également de risque de change. Donc l'euro-dollar qu'il va falloir suivre et qui va impacter son investissement. Si le dollar progresse, ça va être bénéfique pour un investisseur français qui aurait acheté l'ETF S&P 500. En avantage, je vais peut-être en dire un seul, même si on les a déjà évoqués, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les ETF sont accessibles au sein de l'assurance vie, qui est l'enveloppe, et je ne dévoile pas de secret, préférée des investisseurs sur la France. Et donc, de plus en plus, certains acteurs, pas tous, vont permettre d'acquérir ces produits au sein de cette enveloppe. Alors, on va en parler dans un instant, justement, de l'assurance vie. Juste avant, on parle donc des solutions de diversification. On a les Lyxor et on a les certificats 100%. Oui, pourquoi je veux évoquer ce point? Car j'entends souvent des clients ou des prospects me demander des ETF ou des trackers sur l'or ou sur le Brent. Ce n'est tout simplement pas possible puisque des ETF sont des fonds et doivent être indexés au minimum sur 5 valeurs. En revanche, il est possible d'avoir de l'or ou du Brent papier, c'est-à-dire via son compte titre, avec les certificats 100% qui sont non pas des fonds mais des titres de créance émis par une banque, Société Générale. La différence avec un ETF, c'est que j'aurai un risque supplémentaire lié au défaut de l'émetteur, mais je vais pouvoir effectivement accéder à l'or ou au pétrole dans mon compte titre. Un dernier mot sur le sujet, c'est que l'investissement sur pétrole se fait nécessairement sur des futurs et donc chaque mois j'ai ce qu'on appelle un roll sur les futurs, un roulement de position, pas
passer d'un futur à l'autre, je vends le futur qui arrive à expiration et j'achète le suivant. Ce rôle génère des coûts qui peuvent être importants, qui sont inhérents à tout investissement sur matières premières, et donc il faut bien avoir en tête en tant qu'investisseur. Et puis il faut s'y connaître un petit peu plus pour comprendre effectivement ce que c'est qu'un rôle, ce que c'est qu'un futur et comment fonctionnent ces produits de bourse, même si j'imagine qu'il y a un accompagnement chez Société Générale. Merci beaucoup Aurélien Réquillart. S'affiche également le numéro auquel vous pouvez, ou même l'adresse mail auquel vous pouvez contacter sgbourse.fr pour justement ces produits. Je vous propose d'accueillir dans un instant Mathieu Ramadier, manager business développement chez Bink.fr, qui va nous parler justement de l'assurance vie 2.0. Nous sommes à présent en plateau avec Mathieu Ramadier, manager business développement chez Bink.fr. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Alors on va parler ensemble de l'assurance vie et ça n'est pas un hasard puisque c'est tout simplement, j'ai envie de dire, le placement préféré des Français. Oui, alors la photo qui est à l'écran, c'est pas une photo pour Mythique.fr, c'est bien une photo pour notre produit d'assurance vie. Effectivement, depuis de nombreuses années, et ça reste encore le cas en 2018 et ça sera une vraie histoire d'amour, on le voit. Ça sera certainement le cas en 2019, c'est une vraie histoire d'amour entre les Français et l'assurance vie. Et c'est une histoire d'amour que Bink.fr va rejoindre puisque nous étions historiquement un acteur de la bourse essentiellement et nous allons maintenant proposer également des produits sur le secteur de l'épargne et de l'investissement. Et alors pourquoi c'est une histoire d'amour? Parce qu'on le voit effectivement entre les deux personnes qui s'embrassent, que c'est vraiment une question fiscale en fait, c'est juste que c'est l'enveloppe fiscale la plus attractive. Exactement, en tout cas pour les investissements et l'épargne de moyen long terme, il y a clairement, même avec la flat tax qui a été votée en 2018, on reste clairement sur l'enveloppe fiscale la plus avantageuse pour les Français. Et est-ce que du coup on essaye d'innover en assurance vie? Parce que j'ai envie de dire, on change pas une équipe qui gagne? Oui, alors il y a eu de nombreuses innovations qui ont été faites entre les années 2000 et 2010, avec notamment les courtiers en ligne qui sont passés du modèle de la commercialisation papier, des contrats d'assurance vie papier en agence, à des souscriptions d'assurance vie en ligne. Et depuis, on peine un petit peu à se renouveler. Il y a certains acteurs qui l'ont très bien fait, comme les fintech, pour ceux qui connaissent les fameux robo-advisors, qui sont des algorithmes qui viennent piloter les contrats d'assurance vie. Nous, on a choisi de conserver l'ADN de Bink, qui est un ADN d'innovation permanente et de service auprès de nos clients, pour sortir un contrat d'assurance vie qu'on dit 2.0. 2.0, comme le net, tout simplement. Et qui va innover sur les deux grands piliers de l'assurance vie, que sont la gestion libre, c'est-à-dire quand on souhaite gérer son portefeuille, son contrat d'assurance vie par soi-même, et la gestion sous mandat, donc là, à l'inverse, quand on souhaite déléguer la gestion de son contrat. Alors dites-nous en plus justement, on commence peut-être par la gestion libre tout simplement. Oui, la gestion libre, en fait la gestion libre, donc, comme je viens de l'expliquer, c'est vraiment quand on souhaite gérer par soi-même son contrat d'assurance vie. Donc quand on choisit un 100% fonds en euros, là on n'a pas trop de questions à se poser, mais quand on est un investisseur un petit peu plus actif, un petit peu plus long terme et appétant pour le risque, là il faut effectivement aller sur une gestion libre pour faire les choses soi-même et choisir des unités de compte. Donc libre, ça veut dire que je le fais tout seul entre guillemets. Exactement, mais en tout cas pour Bink, trop souvent on a confondu liberté et solitude, c'est-à-dire que les gestions libres proposées historiquement sur le marché, à notre sens, ne sont pas suffisamment facilitantes et pédagogues vis-à-vis des épargnants. C'est-à-dire que je le fais tout seul, mais je suis accompagné en fait par la plateforme, j'ai quand même suffisamment d'informations pour comprendre où est-ce que je vais, quels sont les risques auxquels je m'expose, mais par contre je clique tout seul sur le bouton. En tout cas chez Bink.fr, c'est ce qu'on essaye de faire dans la gestion libre, d'accompagner nos clients. C'est ce qu'on a fait notamment avec le développement de l'outil Vigie, voilà, qui même dans la gestion libre justement vérifie s'il n'y a pas de souci, exactement, s'il n'y a pas un obstacle à l'horizon. Exactement, même dans une gestion libre, en général, si on a bien fait notre travail de courtier, on sait quels sont les objectifs de notre client. C'est pas parce qu'il est en gestion libre qu'on doit le laisser tout seul dans la nature. Donc l'outil Vigie permet en permanence d'avoir un regard sur ce qui se passe sur le portefeuille et des alertes, des notifications, si le portefeuille ne se comporte pas en adéquation avec le profil de l'épargnant. Alors ça c'est pour la gestion libre. Alors justement là on a une capture d'écran de l'outil Vigie où vous allez pouvoir nous expliquer qu'il y a même en fait je vois alors on le voit effectivement à l'écran, notre recommandation avec des pourcentages. Exactement, donc on est allé plus loin que la traditionnelle recommandation 50% fonds en euros, 50% UC. Nos
nos investisseurs chez Bink aiment les marchés financiers et on leur a donné un petit peu plus de granularité dans notre recommandation en leur conseillant une partie en fonds en euros, une partie en obligations, en actifs obligataires, unité de compte obligataire, ça existe, en unité de compte immobilier et également en unité de compte action. Et on voit également en matière première, mais bon, cet investisseur, apparemment, on ne lui conseille pas forcément d'y aller. C'était à titre d'exemple, effectivement, là il n'y a pas de recommandation pour aller sur les matières premières. Donc ça c'était pour la gestion libre, et il y a également la gestion sous mandat. Alors du coup, c'est quoi la différence? Alors la gestion sous mandat, on a pris le meilleur des deux mondes, comme je vous l'ai dit en introduction. On a une gestion libre très innovante et on a une gestion sous mandat innovante également. Les gestions sous mandat qui existent principalement sur le marché sont en fait des gestions pilotées. Gestions pilotées qui pilotent par profil de risque un portefeuille pour l'épargnant. C'est-à-dire qu'on délègue la gestion du contrat à des professionnels. Ces gestions pilotées, elles sont en général ni plus ni moins que des fonds d'investissement communs. C'est-à-dire que si par exemple vous, Nicolas, vous avez un profil équilibré et que moi j'ai un profil équilibré, eh bien, on va avoir exactement le même portefeuille. Nous, notre gestion sous mandat est une gestion sous mandat qui s'inspire de ce qu'on fait normalement dans la gestion de fortune, quand on a 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros à investir, et qui va vraiment permettre de gérer le contrat de façon complètement unique et automatisée via un robot advisor. C'est la fin de la gestion commune pilotée et le début d'une gestion vraiment unique d'un contrat. Donc personnalisé, du coup. Piloté, mais personnalisé. Complètement personnalisé, et ça a énormément de sens quand on est dans des périodes de marché notamment qui sont très volatiles, comme on les connaît aujourd'hui. Par exemple, si vous entrez au mois de janvier sur un certain profil et que moi j'entre en mars sur un certain profil, c'est quand même normal qu'on n'ait pas in fine le même portefeuille. Imaginons que vous avez pris une baisse au mois de janvier, moi je n'ai pas subi cette baisse si j'investis au mois de mars. Donc notre gestion, nous, elle est capable de gérer vraiment contrat par contrat un portefeuille d'unités de compte de façon complètement dédiée pour un client. Et du coup, parce que quand on disait effectivement qu'on avait le même portefeuille, c'était du coup sur l'indicateur profil de risque. Là, il y a d'autres indicateurs qui rentrent en compte dans la gestion personnalisée? C'est toujours un profil de risque, mais c'est un profil de risque qui vous appartient, qui est unique. On ne gère pas les choses de façon commune autour d'un profil de risque. On vous définit un profil de risque à vous et on vous le gère de façon complètement commune. Ça, on rentre plus dans des cases, on crée les cases en fonction des gens qui sont du coup qui profitent de cette gestion sous mandat. Exactement. Et cette gestion sous mandat, elle est également innovante de par les instruments qu'on va utiliser. Alors on en voit un justement à l'écran. Oui. Alors là, c'est un écran de simulation pour montrer à quel point est-ce qu'on est transparent et à quel point est-ce qu'on souhaite expliquer ce qui va se passer dans la gestion sous mandat à nos clients. Ce sont des perspectives d'évolution possibles d'une gestion. Nous, notre gestion sous mandat utilise des ETF. Pourquoi? Parce que c'est une logique d'allocation d'actifs complètement automatisée pour le client et qui est capable d'utiliser des ETF qui coûtent beaucoup moins cher que des fonds d'investissement et qui, selon nous, à moyen terme et à long terme, sont capables de surperformer des fonds d'investissement plus actifs et plus traditionnels qu'on retrouve dans la plupart des contrats d'assurance vie. Et alors là, du coup, on voit scénario favorable, scénario moyen, scénario défavorable ou cumul des versements. Donc là, en fait, c'est le tableau de bord en fait, de celui qui a choisi la gestion sous mandat. Il voit un peu où va son argent, tout simplement. Exactement. Et alors, avant de nous attarder sur le graphique, je vous propose de regarder déjà la partie gauche de l'écran. Mon objectif d'investissement. Mon objectif d'investissement, et c'est là la grande force de notre gestion sous mandat. On est capable de paramétrer toutes les données clés pour définir une gestion sous mandat unique et personnalisée. Ça veut dire que si vous nous dites par exemple je souhaite mettre des versements réguliers sur mon contrat d'assurance vie de 300 € par mois, vous n'aurez pas les mêmes projections que quelqu'un qui souhaite investir seulement 50 € par mois. Et le graphique vous permet de voir et d'adapter votre contrat d'assurance vie pour avoir un maximum de chances d'atteindre votre objectif. Alors ça, c'était du coup l'innovation sur la gestion libre ou la gestion sous mandat. Il y a une autre innovation, c'est sur les supports en unité de compte. Oui, alors dans les supports en unité de compte, traditionnellement, et c'est également le cas avec BinkV, c'est le nom de notre produit. Dont on parlera juste après. Exactement. Traditionnellement, on retrouve des fonds d'investissement de type OPCVM qui permettent de déléguer en fait la gestion de l'unité de compte. Alors, nous, chez Bink, c'est une demande qu'on nous a fait, que nos clients nous ont fait très régulièrement, c'est de pouvoir exprimer, même à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie et non pas que sur un compte titre ou sur un PEA, de pouvoir exprimer des vues en tant qu'investisseur qui aime l'économie, les marchés financiers et qui est capable de prendre des décisions par lui-même. Alors, pour des investisseurs un petit peu plus aguerris. Et donc, on propose des ETF et également ce qu'on appelle des titres vifs qui sont en fait des actions en ligne directe. Pour l'instant, des actions principalement du CAC 40. Donc, je peux acheter une action, mettons Peugeot, Renault ou autre, directement dans le contrat d'assurance. Dans le contrat d'assurance.
vie. Ça, c'est une vraie innovation parce que c'était jusque-là réservé à une élite, des contrats très haut de gamme. Oui, c'est ça. En fait, on choisissait un petit peu la catégorie de là où on avait envie d'aller, plutôt tel type ou tel type d'action, mais on ne pouvait pas aller choisir son action directement. Oui, exactement. Et on pouvait, mais il fallait investir 100, 200 000, 300 000 euros sur son contrat d'assurance vie et sur la ligne précise du titre en question. Désormais, c'est plus le cas puisque nous l'intégrons à part entière comme une unité de compte normale. Pour l'instant, le CAC 40 et très rapidement, on va élargir au SX, à l'Eurostock 50 et au SBF. Alors justement, un mot rapide sur BingV, donc innovation et performance au prix Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? De la parole aux actes, c'est-à-dire qu'on se positionne dans l'ADN de Bing comme fournisseur de produits de qualité à des coûts modérés. L'idée, c'est pas de faire du low cost extrême. On est trouver le juste équilibre, quoi. Trouver le juste équilibre pour avoir un service de qualité auprès de nos clients. Et quand on dit que par exemple notre contrat est extrêmement bien positionné sur les unités de compte, on passe, comme je vous le disais, de la parole aux actes en ayant une offre qui va permettre à nos clients de tester notre contrat assurance vie, avec notamment des frais de gestion sur les unités de compte gratuits pendant la première année. Voilà, et avec toujours cette idée dont on parlait au début de conseils et de conseils personnalisés en ligne, donc pour accompagner du coup l'investisseur dans ses choix d'investissement, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup Mathieu Ramadier. Je rappelle que vous êtes manager business développement chez Bing.fr. Merci Nicolas. Merci à vous également d'avoir suivi SG Bourse Live. Je vous rappelle que vous pourrez trouver le replay sur sgbourse.fr. Vous pourrez également retrouver toutes les informations sur les produits dont nous avons parlé aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines en direct, donc mercredi, pour la dernière émission de l'année 2018. À dans 2 semaines.